Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Alors vous avez été très nombreux à me demander une quatrième partie sur l'histoire de la French Touch. Et bien voilà, c'est fait, c'est chose faite. En plus, il y avait quand même un sujet qu'on n'avait pas abordé qui était la fin de la French Touch. Pourquoi ce mouvement s'est arrêté? Que sont devenus tous les artistes qui ont connu des tubes à la fin des années 90 et au début des années 2000? Et bien voilà, c'est chose faite. À l'occasion de cette vidéo, vous avez vu, j'ai sorti mon plus beau polo JO Paris 2024. D'ailleurs, ces JO qui ont mis l'accent lors des cérémonies de clôture ou d'ouverture sur la musique électronique française. On a pu voir à quel point il y avait de très nombreux talents français en musique électronique. La French Touch a ouvert les vannes, a donné envie à une multitude de jeunes artistes ou DJ de produire, de faire de la musique, et aujourd'hui, on ne manque pas de talent en France. Mais par contre, le son French Touch, quant à lui, a disparu des radars au début des années 2000. On va essayer de comprendre comment et pourquoi, et puis aussi pourquoi certains groupes, certains artistes qui ont connu des tubes, eh bien eux aussi ont disparu des radars. Dance with me, move your body, dance with me. Alors d'abord, les raisons du déclin de la French Touch. Plusieurs raisons à cela. Déjà, la première et la plus importante, c'est la lassitude. Face à l'explosion de la French Touch, des centaines et des centaines de disques sont produits en France. Quand vous étiez DJ, mais les bacs à disques étaient remplis de petits labels qui venaient de se créer avec des productions quand même souvent assez médiocres qui se contentaient simplement d'utiliser une recette facile, sampler, échantillonner un disque de disco, mettre des filtres par-dessus, et peu dans le tas valait vraiment le coup. C'est très bien résumé d'ailleurs par Philippe Zdar au détour d'une interview qui le dit. À cette époque, c'était du Daft Punk au kilomètre. Alors certes, il y avait des Super Funk, des Mojo ou des Superman Lovers, tout ça on va en parler dans cette vidéo. Il trouve que la production était un peu cheap, mais ça marchait, il y avait quelque chose de catchy, de preneur qui faisait que les morceaux avaient un petit truc en plus et que ça marchait. Mais pour le reste, pour un Mojo, il y avait des centaines de titres très médiocres. I know you see me dancing. Tonight I won't drag in. This record you're about to hear. 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 Et même quand les productions étaient de qualité, eh bien c'était parfois extrêmement saoulant. Pour les DJ encore ça peut passer, mais pour le grand public à la radio, parfois c'était des boucles jusqu'à la nausée. On se souvient de titres avec des répétitions de paroles de plusieurs centaines de fois, comme le cas de Around the World des Daft Punk ou encore So Much Love to Give de Together, le duo formé par Thomas Bangalter et DJ Falcon. Alors le So Much Love to Give, là, c'est répété pendant près de 10 minutes. Je vous préviens, c'est assez insupportable quand même, il faut le dire. Et puis, une fois qu'on a commencé à aller piller tout ce qui existait en termes de disco et de funk, eh bien, on a un peu fait le tour, ou alors il faut aller chercher du côté des choses les plus évidentes. Et bien donc voilà, on arrive au bout d'un terme, on arrive au bout d'un style musical qui n'arrive pas à se renouveler. Et puis à la même époque, la house music n'est pas la seule à connaître une crise identitaire. La techno tourne un petit peu en rond, la trance devient de plus en plus commerciale et facile, et les années 2000 vont voir la naissance de deux nouveaux courants musicaux
plutôt opposés. D'abord, il y a un mouvement qui va aller du côté du minimalisme et de l'épure en allant chercher que le strict minimum dans la composition, ça va être la techno minimale ou la house minimale. Et puis d'un autre côté, le retour des rockers qui ont été mis de côté dans les années 90, le son punk, le son crade, le son brut mélangé à l'électro, ça va donner l'électro clash et encore l'électro house. Pour tous les artistes ou groupes qui ont connu des succès pendant la French Touch, eh bien certains vont disparaître, certains vont se renouveler. On peut classer ces artistes dans 4 catégories différentes. D'abord, il y a ceux qui ont su évoluer, qui ont su rester à l'affiche. C'est le cas évidemment des Daft Punk, de Cassius, de Bob Sinclair, du groupe R ou encore du groupe Phoenix. On oublie souvent, mais Phoenix aujourd'hui qui est un groupe de rock très réputé, eh bien a connu ses premiers succès grâce à la house music. Ensuite, il y a ceux qui n'ont pas su concrétiser, ou du moins qui se sont plantés en tentant de faire autre chose. Et pour certains, ça ne fonctionne pas. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les One Hit Wonder, ceux qui ont réussi à faire un tube, voire 2-3 singles, mais qui se sont arrêtés, qui n'ont jamais été au-delà de ce premier tube. Et une quatrième catégorie, d'ailleurs, qui rejoint un peu la troisième, ce sont tous les profiteurs, les arrivistes, qui ont sorti rapidement des chansons faciles d'accès pour pouvoir gagner de l'argent sur cette mode de house filtrée et qui sont ensuite soit passés à autre chose, soit ont empoché le pognon et sont partis aux Caraïbes. Alors on va tout de suite évacuer le cas de Stardust. Music Sounds Better With You, car j'en parlerai dans une autre vidéo. Stardust, vous le savez, c'est donc un trio composé de Thomas Bangalter, Alan Braxe et Benjamin Diamond. Diverses raisons existent pour lesquelles ils n'ont fait qu'un seul tube, mais alors quel tube évidemment, mais il n'y a que ça de Stardust, c'est le seul et unique single du groupe. Ils sont tous partis dans des directions différentes. Benjamin Diamond a fait une carrière solo, Alan Braxe a aussi connu de nombreux succès, et puis quand même à cette époque, Thomas Bangalter commence à connaître de gros succès avec les Daft Punk et probablement qu'il n'a pas voulu continuer le groupe Stardust pour se consacrer uniquement à son groupe Daft Punk. Je dis les Superman Lovers parce que c'est au pluriel, mais en fait il est tout seul, c'est Guillaume Atlan, à l'auteur de ce projet. Guillaume Atlan qui est très inspiré par les Daft Punk, qui le dit régulièrement dans les interviews, des gens comme Thomas Bangalter lui ont permis de prendre conscience qu'en France on pouvait produire sa propre musique, faire de la musique dans son studio, presser des disques, monter son label et distribuer les disques chez les disquaires. Et bien c'est ce qu'il va faire, il va monter le label La Fessée Records et il va faire ses premiers morceaux. Guillaume Atlan va être plutôt mal vu du milieu de la French Touch. Je vous explique, je vous l'ai dit, c'est un milieu un peu parisien, même très parisien, et qui voit souvent d'un mauvais œil un peu ces gens qui arrivent et qui connaissent le succès. Alors, c'est pas tant par snobisme, je pense que ça se passe, c'est plutôt que ces gens, Étienne de Crécy, Alex Goffer, etc., eh bien, ont galéré, ce sont des musiciens de longue date, ils ont galéré pour faire reconnaître leur musique, et enfin, cette musique est reconnue, ils arrivent à vendre en France, à l'étranger, et puis, ils n'aiment pas voir arriver des gens qui viennent de nulle part, qui n'ont pas de background dance, ou de background house ou techno, venir faire tout simplement un tube et ramasser de l'argent après eux. Ça peut plus ou moins se comprendre, c'est plutôt de la jalousie. Guillaume Atlan prend ça d'ailleurs pour de la jalousie, il ne comprend pas pourquoi il a été aussi mal vu et mal reçu de la part des auteurs de la French Touch. Lui, il le dit, moi j'aurais bien aimé participer, j'aurais bien aimé collaborer avec eux, mais visiblement personne ne voulait collaborer avec moi, donc j'ai dû faire mes trucs dans mon coin. Eh oui, Guillaume Atlan n'est pas du tout un clubber, il ne vient pas de ce milieu-là, il va faire de la musique d'abord dans son coin, et puis il va avoir la chance de croiser quelqu'un qui va le financer. C'est l'époque où les producteurs ou les gens qui ont de l'argent veulent miser sur des artistes français, parce que ça fonctionne. Guillaume Atlan va écrire Starlight rapidement, il va rapidement se rendre compte que c'est un morceau qui fonctionne bien, il va sampler, vous l'avez deviné, un disque de disco funk. Le titre sera un carton phénoménal, plus d'1 million de disques vendus. C'est un énorme succès en 2001.
Le titre est joué partout, c'est un hymne à Ibiza, il sera numéro 2 des ventes au Royaume-Uni. Music Magazine le classe dans son top 20 des titres de l'année 2001 et le dit Starlight, ça remet la house filtrée sur le devant de la scène. Et oui, parce que déjà en 2001, ça commençait déjà un petit peu à sentir le roussi pour ce genre musical. Bon, malheureusement, eh bien, Guillaume Atlan fait partie de ceux qui n'ont pas su concrétiser, qui n'ont pas su continuer. L'album qui suit, qu'il a dû faire un petit peu à la va-vite, il le dit, il n'a pas du tout de background musical, il n'est pas dans le business, et puis il y a un gros succès qui tombe d'un coup, et donc faut enchaîner sur un album puisqu'il a signé avec une major, et malheureusement l'album est un échec commercial, les singles qui vont suivre aussi ne marchent pas du tout, et bien voilà, petit à petit les Superman Lovers vont disparaître de la circulation. Guillaume Atlan continue de mixer, de faire des soirées, mais ne rencontrera plus jamais le succès. Alors en 2018, il est réapparu sur un morceau avec Bob Sinclair et Robbie Williams, mais en fait c'est un mash-up d'un morceau de Bob Sinclair et de Starlight. Donc c'est pas vraiment un nouveau morceau. Avec Mojo, on est à peu près dans le même cas de figure. C'est un duo français, cette fois-ci, musicien plutôt classique, rock, piano, guitare, qui découvrent la house music grâce à la French Touch et qui veulent évidemment aussi s'y mettre. Romain Tranchard signera d'ailleurs un joli single qui marche très bien dans les clubs house à l'époque, Funk Legacy, What You Gonna Do. Qui figure d'ailleurs, je tiens à le signer, dans la playlist dédiée à la French Touch qui est sur YouTube Music, Spotify, Deezer. Vous trouverez tous les liens sur le site histoireselectroniques.com. Mais enfin bref, revenons à Mojo. Ils vont faire une première maquette de Lady qui vont proposer d'ailleurs à Guy Manuel de Homem Christo pour qu'il signe sur son label. Mais Guy Manuel trouve que ça ressemble beaucoup trop à Stardust. Il pense d'ailleurs que c'est quand même potentiellement un tube et leur conseille d'aller voir une major. Le titre sample lui aussi un morceau de disco, un morceau de chic, Soup for One. C'est Barclay qui va signer le groupe, c'est un tube mondial numéro 1 au Royaume-Uni, disque d'or ou disque de platine dans divers pays. Il sera aidé évidemment aussi d'un clip qui va faire parler de lui. On voit un trio de jeunes gens dans un road trip avec quand même une ambiguïté sexuelle et une sorte de bisexualité qui va beaucoup faire sur la hype du groupe. Mais voilà, le groupe ne va pas concrétiser non plus comme les Superman Lovers. L'album qui suit n'est pas terrible, ne fonctionne pas commercialement. Il y a un ou deux singles qui sort évidemment, mais ça ne marche pas très bien. Et ce groupe, tout comme les Superman Lovers aussi, est vu plutôt comme un groupe d'arrivistes, de rockers arrivistes qui veulent faire de la house music parce que c'est la mode. Et de toute façon, le duo se sépare en 2002. On ne saura pas la raison, mais le groupe n'existe plus. Ah, Bel Amour, j'aimais beaucoup Bel Amour, et je pense que vous aussi, c'est un beau souvenir de cette époque-là, sorti en 2000. Bel Amour, c'est un duo français, Édouard de Tricas et Philippe Keller Jr., qui fonderont aussi leur propre label, KLR Records, comme tout le monde. C'est un succès à la fois underground, dans sa version instrumentale, et un succès commercial dans sa version vocale. C'est un tube mondial joué par les plus grands DJ, de Eric Morillo à Roger Sanchez, mais c'est le seul tube de Bel Amour. Et oui, il y a eu 2-3 singles qui ont suivi, mais qui sont complètement passés inaperçus. Il y a eu un comeback en 2016, je suis sûr que vous n'étiez pas au courant, moi non plus. Voilà, mais bon, le groupe n'en existe plus, n'a pas su concrétiser lui non plus, mais c'est un très joli succès, un très joli morceau de cette époque, consacré par le magazine anglais Music Mag dans sa compile de l'année 2001, et qui le dit, je cite, ça montre que la house filtrée n'est pas tout à fait morte encore. Ah, mais je profite du montage de cette vidéo pour vous donner une information que m'a transmise un abonné, Omar, merci Omar, qui a remarqué que Frank Keller Jr., que j'ai malheureusement appelé Philippe
Philippe, désolé, c'est un lapsus de ma part, Frank Keller Jr., l'un des auteurs de Bel Amour, eh bien, s'appelle désormais Justine Sainte. Et oui, il a fait sa transition et elle a même repris il y a quelques années justement Bel Amour dans une nouvelle version par Justine Sainte. Allez-y, elle a un SoundCloud par exemple. Je vous ai pas remonté tous les maxis que j'avais de cette époque, évidemment, j'achetais tous les disques de French Touch, mais enfin voilà, un Damon avec You Are My High. Damon aussi, c'est un cas un peu atypique de cette période-là, un artiste qui va connaître le succès assez rapidement, qui va même être acclamé par la critique, et puis qui va s'éloigner de cette scène, à son grand regret d'ailleurs, vous allez le voir. Damon, c'est Jérémy Mondon. Il va commencer par travailler avec Alex Goffer et Étienne de Crécy, il va faire leur connaissance dans les studios d'enregistrement, il va même sortir quelques maxi et quelques remixes sur le label Solide de Étienne de Crécy, et puis un premier album qu'il va faire sur son propre label, lui aussi fonde son propre label, 20 000 ST. Premier album Midnight Funk sorti en 1999 qui reçoit des éloges de la part de la critique musicale française. Damon devient tout d'un coup un des nouveaux artistes de la French Touch qu'il faut surveiller. Les majors évidemment s'intéresse à lui et il va signer un deal avec Sony Music pour 3 albums. Damon le dit, il a touché un joli chèque à l'époque de la part de Sony qui cherche eux aussi à tout prix à signer leur artiste français. Il a une petite maquette, donc voilà, il s'engage avec Sony, mais il n'y a toujours pas de tube. Il manque un tube, il commence à faire une tournée, mais il manque le morceau qui va faire de Damon un énorme succès commercial. Et bien ce morceau, ce sera donc le You Are My High. Il va sampler, devinez quoi, un disque de disco et de funk. Il va sampler le groupe Gap Band dont il va pitcher la voix. Il le reconnaît lui-même, pour lui c'est un des morceaux les plus crades et un des pires morceaux de Gap Band, mais en attendant, ça fait un énorme succès. You are my high. Ce morceau est composé en quelques heures seulement, mais sera un des classiques de cette période, un morceau excellent qui fera le tour des clubs et des radios à cette époque, lui aussi aidé par un clip qui, comme Mojo, brouille un peu les pistes de la sexualité et donc crée un peu une petite hype, une petite mode, plaît beaucoup à la communauté LGBT. On a 2 personnes dont on voit que le bas du visage qui s'embrassent goulûment pendant toute la durée du clip. Jérémy Mondon le dira, c'est bien un homme et une femme qui s'embrassent, mais les visages sont suffisamment androgynes pour qu'on puisse se poser la question. Damon va quand même réussir à vendre 50 000 exemplaires de son album et plus de 200 000 exemplaires de ce single. Alors certes, on est loin des millions de ventes de Lady ou Music Sounds Better With You, mais c'est quand même un gros succès où il ne touchera pas un seul centime. Et oui, car à l'époque, ils font la demande auprès du groupe Gap Band pour utiliser ce fameux sample et Gap Band refuse, ou du moins ne donne pas suite. Et bien là, le titre commence quand même à fonctionner très bien en club, et donc l'équipe de production se dit il vaut mieux quand même sortir le titre, quitte à pas toucher d'argent, que de retirer le titre des ventes. Et pendant les quelques années qui vont suivre le hit, eh bien Damon va empocher beaucoup d'argent, il va toucher les droits d'auteur. Mais voilà, à peu près 3 ans après la sortie du morceau, eh bien, il reçoit un courrier de la SACEM qui lui réclame tous les arriérés des droits d'auteur. Le groupe s'est réveillé. Alors, est-ce qu'ils ont attendu ou pas que voir si le morceau marchait ou pas? Mais en tout cas, le groupe revendique l'intégralité des droits d'auteur de ce morceau. Damon devra rembourser tout le monde et ne touchera plus jamais un centime sur ce morceau. Ce qui n'empêchera pas, évidemment, Damon de continuer. Je vous rappelle qu'il a signé pour 3 albums avec Sony, mais voilà, il décide de sortir donc le 2e album pour Sony. Ça sort en 2003 et c'est du R&B. Et oui, il va sortir un titre qui tournera un petit peu en radio, mais c'est un énorme beat commercial. Jérémy Mondon n'a en fait jamais vraiment aimé la house music. Il préfère le funk, le hip-hop, et donc il sort un album de R&B. Il le reconnaîtra par la suite. C'était une énorme connerie de ne pas surfer sur le succès. C'est un échec commercial et Damon va quand même petit à petit disparaître de la circulation. On n'entendra plus parler de lui.
Autre énorme succès de cette époque, Superfunk avec le tube Lucky Star, sorti en 1999, enfin le 31 décembre 99, donc c'est plutôt sorti en 2000 quand même. C'est un énorme tube composé par un trio marseillais cette fois-ci. Et oui, Fafa Monteko, Mike 303 et Stéphane B avec le chanteur américain Ron Carroll. Le trio commence à se faire repérer en signant quelques petits singles très house funky sur le label français Fiat Lux. Il remixe aussi pas mal de morceaux à cette époque, notamment Bob Sinclair, et puis les singles commencent à apparaître, singles qui marchent de plus en plus comme Comeback, Young MC, et surtout le fameux Lucky Star, qui sera numéro 1 des ventes en Belgique, numéro 3 des ventes en France, et qui ne fera qu'un top 40 au Royaume-Uni. Les Superfunk seront aussi aidés commercialement parce qu'ils ont signé chez Virgin, souvenez-vous, Emmanuel de Burtel qui a signé les Daft Punk, qui a signé Cassius. Et d'ailleurs, Virgin à l'époque est critiqué pour avoir signé ce groupe qui est vu un peu comme un groupe un peu commercial, qui lui aussi surfe un peu sur le succès. Emmanuel de Burtel se défendra. Alors, il se défend, mais enfin en même temps il donne une petite tape sur la nuque des Superfunk, puisqu'il dit non, ça n'a absolument rien à voir, les Daft Punk sont des auteurs-compositeurs, les Superfunk c'est un groupe de club, les Daft Punk se mesurent à Radiohead ou à Beastie Boys, alors que les Superfunk sont un groupe de province. C'est quand même pas très cool pour les Superfunk, voilà, qu'ils traitent de groupes de province, voilà, de provinciaux. Il faut dire que c'est vrai que les Superfunk ne sont pas vraiment des amateurs, des clubbers et des amateurs de house music, mais ça marche quand même plutôt bien pour eux. Fafa Monteko va quitter le groupe assez rapidement pour se consacrer à la radio, et donc le duo qui reste va continuer à faire quelques productions et quelques remixes, mais ça passera plutôt inaperçu. Il y aura aussi un comeback d'ailleurs en 2018, comeback qui va vite être écourté car Stéphane B, du duo qui reste, lui va décéder en 2020. Aujourd'hui, Superfunk n'est représenté que par l'un des 3 membres initiaux, Mike 303. Voilà, j'aurais pu aussi vous parler des Dax Rider ou de Kojak, mais ça sera l'occasion de faire une autre vidéo, parce que là on a déjà quand même fait pas mal de musique dans celle-ci. J'espère que ça vous a plu, cette 4e partie. On va continuer, pourquoi pas. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne journée, je sais pas où vous êtes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aller sur le site histoireselectroniques.com pour écouter cette playlist French Touch et découvrir plein d'autres bonus. Portez-vous bien, ciao.